Promis, c'est l'unique référence à One Piece, mais je sais pas, c'était trop tentant parce que Mini Luffy, mon trésor. Je voulais juste faire cette référence à One Piece parce que c'est quand même significatif dans mon mois de la fantasy. Parce que durant ce mois-là, j'ai mangé du One Piece, j'ai bu du One Piece, j'ai pleuré du One Piece, j'ai vécu beaucoup de One Piece. Et donc ça enrichit superbement mon mois de la fantasy parce que One Piece est quand même très connu pour son world building incroyable. Voilà, bon, voilà, j'ai dit que j'arrêtais de parler. On va arrêter et on va se concentrer sur les lectures. Donc bienvenue dans ce bilan lecture du mois de la fantasy. Globalement parlant, c'était moins réussi qu'avant. J'étais assez ambitieuse, j'ai essayé de remplir toutes les sous-parties et sur les 13 livres que je voulais lire, j'en ai lu 9, ce qui est plutôt cool. Si on considère le fait que j'avais un autre challenge à côté, du coup j'ai lu d'autres livres également et que j'avais regardé 200 épisodes de One Piece. Donc voilà, c'était quand même productif en termes de lecture, de visionnage, tout ça, en termes de fantasy quoi. Au niveau des lectures, ça a été un bilan un peu moins satisfaisant qu'auparavant parce que avant, dans les autres années, j'avais au moins un coup de cœur, parfois j'en avais plusieurs. Là j'en ai eu 0, ce qui est ironique parce que le coup de cœur de fantasy est arrivé après le mois de la fantasy, vraiment début juin. J'ai eu un coup de cœur pour un livre, ça aurait pu rentrer dans le challenge mais ça n'est pas, voilà, le karma. Mais voilà, pour ce livre coup de cœur, je vais en dédier une vidéo entière pour lui rendre hommage du mieux possible, comme je le fais habituellement quand j'ai un coup de cœur, ce qui est très rare parce que justement ça a été mon premier coup de cœur de tout l'année 2023 pour l'instant. Et on est mi-2023 et c'est mon seul coup de cœur pour l'instant. Waouh. Pour dire à quel point c'est exceptionnel, mais là je vous tease pour rien. Là on se sent sur le mode de la fantasy, je divague à chaque fois alors que ça va durer longtemps parce que j'ai beaucoup parlé, je suis désolée d'avance. On commence avec la première catégorie, celle des entrées, dans laquelle j'ai pu remplir 2 sous-parties. La première, ça a été Petite douceur, surprise du chef, c'est-à-dire une saga chouchou, un livre court. J'ai un peu réinterprété à ma sauce, j'ai misé plutôt sur l'ambiance cocooning que j'ai senti se dégager du résumé du livre que j'ai choisi, qui a été Legends and Lattes de Travis Poultry, qui est publié en France chez Inis Éditions. J'en ai déjà parlé dans mon vlog précédent qui était sur le mois de la fantasy, j'en ai beaucoup parlé donc je vous laisse voir. Je vais brièvement juste expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé, pourquoi je lui ai mis quand même 4 sur 5. On suit la reconversion d'une orque qui était une guerrière, qui est habituée aux guerres sanglantes, aux batailles et tout, et là en fait elle veut ouvrir un petit café. Ce qui est marquant dans ce livre, qui est plutôt chill, vraiment genre il se passe pas grand chose mais c'est vraiment l'ambiance cocooning, l'ambiance chaleureuse et le fait que sur un fond de fantasy on va aborder des thématiques assez actuelles, assez réelles et très touchantes aussi qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup parlé, notamment la reconversion, le fait de sortir de sa zone de confort, d'essayer d'affirmer, d'exprimer ta passion, ton identité en faisant face également aux obstacles comme des préjugés, comme ton introversion, comme l'anxiété sociale, voilà, ça me parle un peu. J'ai trouvé que c'était un récit plein de tolérance, de douceur, de délicatesse, de tendresse, semé de petites relations que l'orque va arriver à développer, notamment des relations amicales qui m'ont beaucoup touchée parce que c'était bien développé, c'était fait avec beaucoup de naturel, de spontanéité, de maladresse aussi. C'est trop mignon et également il y a une petite romance lesbienne, voilà, qui reste assez secondaire mais ça reste également très mignon aussi. Voilà, du coup si ça vous intéresse ce genre de livre qui fait juste du bien, tu vois, c'est pas prise de tête, ça peut être émouvant également, voilà, je vous le conseille. Ensuite, la deuxième sous-partie, ça a été Salade César, c'est-à-dire lire un livre de high fantasy, de mythologie. Et de base, je voulais lire Blackwater Sister de Tuncho, mais quand je l'ai commencé, voilà, ça m'a pas trop intéressé, du coup j'ai changé et j'ai mis Les Enfants d'Aliel, le tome 1 de Sarah Schneider, publié chez Le Chien qui pense. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Brièvement, en gros, il y a une querelle entre 2 entités divines, Aliel qui incarne le bien et Orga le mal. Et Orga, elle commence à reprendre du pouvoir, elle sème le mal autour des humains, dans la nature. Et Aliel, elle, va offrir des dons à plusieurs humains de différentes contrées et ces humains-là vont devoir se retrouver pour unir leurs forces pour faire face au mal d'Orga. Au début, j'avais beaucoup de mal à m'immerger dans le récit, enfin j'étais vraiment détachée et limite je voulais abandonner parce que je trouvais que la plume elle était assez niaise, parfois assez maladroite, assez lourde, mais petit à petit
j'ai été charmée quand même par la plume qui se révèle assez riche, qui permet de développer de manière assez détaillée l'univers, qui rend compte de la créativité de l'autrice et qui donne une dimension vraiment vivante et approfondie de l'univers. Au niveau des personnages, c'est assez intéressant parce que ils ont leurs propres qualités, leurs propres défauts et du coup ça peut créer des dynamiques assez cool, assez intéressantes à suivre parce qu'ils vont pouvoir se compléter ou quoi. Pour l'instant les relations sont centrées au niveau de la famille, de l'amitié, du coup c'est des liens qui me touchent le plus. Il y a juste au niveau des personnages féminins, on parle pas mal de leur physique, du fait que c'est important pour elles et tout, et je sais pas, c'est assez redondant, mais apparemment l'autrice elle va un peu sortir de ce genre de cliché, c'est elle-même qui l'a dit sur Goodreads. Voilà, du coup j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de retrouver les personnages et de voir comment leurs relations peuvent être approfondies. Ensuite dans la deuxième catégorie, celle des plats, j'ai pu remplir 3 sous-parties sur 4. La première c'était Spécialité du monde, du coup un roman qui fait voyager en Afrique, en Asie, enfin qui n'est pas eurocentré. J'ai choisi le roman Forest of Souls de Laurie M. Lee qui est une fantasy inspirée de la culture Hmong. C'est une héroïne qui semble ne rien avoir dans la vie, elle est orpheline, elle est à l'écart de la société, on la juge comme si voilà elle n'avait pas sa place dans le monde et elle va essayer de se faire une place dans le monde en tant que future espionne royale de la reine et pour ça elle est sous la tutelle de l'actuelle espionne, mais un jour sa route et celle de sa meilleure amie vont croiser celle des chamans et les chamans dans le royaume où ils sont, normalement ils sont interdits d'accès, sinon ils sont emprisonnés parce qu'il y a un passif assez violent avec les chamans quand ils étaient dans le royaume et les chamans vont finir par tuer la meilleure amie de l'héroïne, mais l'héroïne par un pouvoir qui s'éveille en elle parvient à ressusciter sa meilleure amie et il s'agit d'un pouvoir qui est assez rare. Elle est un soul guide, du coup une guide des âmes et c'est un pouvoir tellement rare que c'est genre je crois la première ou la deuxième de toute l'histoire et elle va être envoyée chez le Spider King qui lui en fait il parvient à maîtriser le Deadwood, du coup la forêt de la mort qui est hantée par des fantômes. En échange de son contrôle sur cette forêt qui est dangereuse, il demande en fait le maintien de la paix entre les différents royaumes. C'est une paix qui est assez branlante parce que tu sens que voilà il y a pas mal de tensions entre les royaumes, mais grâce à lui, du coup grâce à ce pacte, bah il arrive à maintenir la paix, sauf que petit à petit il est en train de perdre le contrôle de la forêt qui devient de plus en plus indomptable et donc de plus en plus dangereuse et c'est pour ça qu'il va demander à l'héroïne de venir chez lui pour essayer de l'aider avec son pouvoir à elle à reprendre le contrôle sur la forêt, d'autant plus que cette forêt semble également nuire de plus en plus à son amie, à la meilleure amie, parce que voilà elle est pas tirée d'affaire même si elle a été ressuscitée. Du coup l'héroïne elle est d'autant plus impliquée dans ce combat là parce que c'est pas seulement le sort des royaumes et de la paix entre les royaumes qui sont en jeu, mais également la vie de sa meilleure amie. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 sur 5, je me suis éclatée. Il y a quand même quelques petits trucs, notamment au niveau du développement que j'aurais pu un peu reprocher. Par exemple j'aurais voulu voir un peu plus l'empreinte de la culture Hmong. Enfin j'imagine que c'est assez imprégné, tu sens vraiment qu'il y a une identité authentique au niveau de l'univers, de la fantasy, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus approfondi. Pareil au niveau des éléments d'exposition, l'autrice elle parle plus qu'elle ne le montre parfois, ce qui m'a un peu dérangée. J'aurais voulu qu'on développe un peu plus le pouvoir de l'héroïne qui est super intéressant, même si t'as quand même des révélations sur son pouvoir et qui permettent par la suite de vraiment développer des enjeux assez intéressante à suivre, du coup j'ai hâte de voir ça. Mais ça au niveau de l'univers, ce que j'ai aimé c'est que le système de magie est divisé entre les éléments, il y a aussi des trucs de lumière, de ténèbres je crois aussi, ah oui de ténèbres aussi, du coup ça m'a un peu rappelé Grisha, mais t'as aussi des sous-catégories au niveau des éléments genre la terre avec le métal et tout, et ça m'a trop rappelé Avatar, le dernier maître de l'air, du coup voilà j'étais trop hypée. En plus c'est une fantaisie de mixer avec la culture asiatique comme dans Avatar, du coup j'étais trop contente. L'univers il paraît simpliste au premier abord, mais petit à petit ça va se complexifier à travers des enjeux, des réflexions. Ça peut être assez intéressant pour rendre les personnages, pour rendre l'univers, les questionnements, les royaumes, le système politique beaucoup plus gris et assez mature et nuancé. Au niveau des personnages c'était super agréable à les suivre. Déjà l'héroïne, bon elle est un peu casse-cou dans le sens où elle est assez téméraire parfois, elle réplique beaucoup, c'est un peu le genre d'héroïne ouais rebelle, j'en ai rien à foutre de l'autorité ou quoi. Bon parfois j'étais en mode meuf calme-toi vraiment, c'est un peu forcé, mais je me suis quand même attachée à elle, au fait que voilà elle essaie de se faire une place dans le monde, dans un monde qui montre qu'elle n'est rien. Elle a beaucoup de luttes pour essayer de se faire accepter, notamment par exemple par sa tutrice qui est du coup l'actuelle espionne. Pour elle cette tutrice là c'est
également comme une figure maternelle de substitution pour elle. Ça lui tient à cœur en fait d'essayer de répondre à ses attentes, de se faire accepter par elle. Enfin tu vois, c'est ce genre de vulnérabilité qui me touche beaucoup chez un personnage. Et également sa relation, son amour pour sa meilleure amie, bref j'en revenir après. Au niveau notamment des personnages féminins, ils sont assez présents. Je crois qu'il y a même plus de personnages féminins importants que de mecs, ce qui est cool parce que c'est des personnages féminins qui ont de la consistance, qui sont bien développés, qui ont leur histoire, qui sont attachants. Du coup c'était trop cool. Au niveau des relations, alors c'est en cherchant des fantaisies sans romance que je suis tombée sur ce roman là et ça faisait tellement du bien qu'il n'y ait pas de romance. Du coup t'as des relations amicales, c'était trop cool parce que tu sais t'as des relations hétéro amicales mais il n'y a pas prise de tête en mode de, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je suis attirée par lui, je sais pas quoi, il n'y a pas de drama amoureux, ça me casse la tête, ça me saoule. Là c'était juste trop attendrissant, trop pur. Après je sais que la romance ça peut être pur et tout, mais en général il y a un peu de drama ou voilà des trucs un peu ambigus et ça me saoule. Mais là c'était juste trop mignon et c'était de très bonnes amitiés, et aussi le fait qu'il n'y ait pas de romance, ça laisse place à l'amitié entre les deux héroïnes qui est puissante. Vraiment c'est une amitié puissante qui est super bien développée. Elles sont vraiment prêtes à tout l'une pour l'autre. C'était fort, c'était émouvant. Tu te sens impliquée dans leur combat parce que voilà elles sont là et elles veulent se sauver mutuellement, s'aider, s'entraider. Et c'était trop mignon et ça fait du bien de voir ça au centre d'un récit young adulte. Vraiment j'ai très hâte de lire la suite pour voir comment la situation politique entre les différentes nations vont évoluer, comment l'héroïne va gérer son pouvoir qui se révèle un peu plus complexe qu'il n'y paraît, comment ses relations également vont évoluer. Voilà, j'ai très hâte de retrouver les personnages que j'ai trop aimés. Ensuite, la deuxième sous-partie, c'était Sous ou sur l'océan, Poisson frais garanti, un livre qui parle de sirènes, de pirates, de bateaux ou quoi. Alors là, c'était un peu ambigu parce que j'ai choisi le tome 4 de Ting Se Fo de Heaven Wishes Blessing de Mo Tong-Shou. Ça parle pas de bateau ou quoi, mais dans ce livre-là, dans ce tome-là, il y a un arc, le Blackwater Arc, du coup, qui parle d'une divinité qui maîtrise l'océan, les poissons, blablabla. Je vais surtout résumer en tout pour peut-être vous donner envie parce que c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. C'est une saga qui, quand elle est traduite en anglais, elle est assez mal écrite, voilà, vous attendez pas à un niveau d'écriture de ouf, mais c'est vraiment au niveau de l'histoire que c'est super riche et je trouve que ça mérite le coup d'œil, ça mérite que vous essayiez si vous êtes à la recherche d'histoires moralement poignantes, moralement tragiques. Dans cet univers-là, les humains, quand ils accomplissent des choses nobles, des prouesses particulières ou quoi, ils peuvent vivre ce qu'on appelle une ascension, c'est-à-dire ils montent dans le ciel et ils deviennent des dieux. On suit Xie Lien, qui est ce jeune homme qui est occupé là, à ce moment-là. Du coup je vais essayer de vous montrer une autre illustration de lui un peu moins horny. Bon, c'est un peu moins horny mais c'est un peu dans le même thème, bref c'est là, voilà, c'est lui. Lui quand il avait 17 ans, il a réussi à avoir une ascension. Et ensuite, elle a été bannie, du coup il est retourné sur Terre. Et ensuite, il a eu une deuxième ascension, il a été rebanni. Et là, au début, on le retrouve 800 ans plus tard, 800 ans dans lesquels il a erré sur Terre, où il est devenu ce qu'on appelle un scrap god, genre le dieu du déchet, parce qu'il ramassait les déchets, il vivait dans la précarité. 800 ans plus tard, il va subir une troisième ascension. Sauf que voilà, sa réputation, c'est un peu une réputation de merde, parce que voilà, il a un peu perdu de son autorité, de son influence en tant que dieu, il est assez tourné en ridicule, mais bon, lui il s'en fout, il vit sa petite vie. Il a des dettes également à rembourser, et pour ça il va accepter des missions qui sont un peu des enquêtes paranormales. Et sa route va croiser, bon voilà, je vous spoil direct parce que ça fait partie du résumé, il va croiser la route d'un démon, l'un des plus grands démons de cet univers-là, Roi Chang. Et Roi Chang, il a l'air de porter une attention très particulière à Xie Lien. Ce roman-là, grosso modo, c'est un boys love, c'est une romance entre ces deux jeunes hommes-là. Enfin, ces deux jeunes hommes, ils ont quand même 800 ans, bref. Pourquoi moi, qui n'aime pas la romance, j'ai été aussi impactée, bouleversée par ce roman-là? C'est pour tout ce qui se passe derrière, en fait, dans le background, parce que le background, avec les personnages secondaires, avec les histoires secondaires, c'est hyper riche, même si Xie Lien, c'est un héros bouleversant. C'est un protagoniste merveilleusement passionnant à suivre. Vraiment, au début tu le découvres, il a l'air tout gentil, il est rafraîchissant, et c'est vrai, il est très gentil, mais il a un passif hyper lourd à porter et c'est hyper fascinant, captivant de le découvrir petit à petit comme ça, de voir pourquoi elle en est là et pourquoi sa gentillesse actuelle, c'est une force d'esprit
incroyable, admirable, il est hyper émouvant, il est très riche comme personnage, il a subi des épreuves psychologiques, physiques, mais qui le rendent bouleversant vraiment à suivre. Voilà, bref, mais en dehors de ça, t'as d'autres personnages secondaires qui sont hyper riches, qui sont hauts en couleur, qui sont hyper vivants, qui sont rafraîchissants, mais qui ont également un bagage psychologique énorme à apporter, qui les rendent bouleversants. Et on va suivre également leurs histoires personnelles qui sont semées de questions morales, de la réflexion humaine au niveau de thèmes assez lourds comme le cycle de la vengeance, comme la fatalité, comme c'est quoi être un dieu, c'est quoi être un humain, c'est quoi acquérir du pouvoir, genre les enjeux autour de ça, comment la psychologie humaine s'en retrouve impactée, mais de manière que j'ai trouvé réaliste, que j'ai trouvé poignante, que j'ai également trouvé très amère, parce que vraiment l'autrice ou l'auteur, je sais pas, c'est un génie en tragédie, c'est un génie en sadisme, c'est un génie pour te pondre des histoires, tu te dis mais ça va mal se finir, c'est inéluctable, mais c'est beau dans sa tragédie en fait, c'est magnifique, mais ça fait mal. Et dans ce volume là, on avait l'arc qui m'a le plus traumatisé, l'arc qui m'a fait le plus mal, je pense limite ever dans les romans, parce que je m'attendais pas à un tel plot twist, et là comme ça a été une relecture, ça a été un peu plus amoindri au niveau de la souffrance parce que je m'y attendais, mais quand même c'était pas trop agréable de le revoir. Et j'ai oublié de le dire, mais en fait la relecture du Chemin de ce fou c'est vraiment passionnant parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de foreshadowing. Une fois que t'as lu toute l'histoire, tu repères des petits foreshadowing, tu repères des petits indices sur la suite de l'histoire que t'as pas à ta première lecture parce que tu sais pas ce qui va se passer évidemment. Du coup vraiment il y avait des moments où j'étais en mode est-ce que l'auteur a fait exprès d'écrire ça, de mettre ce genre de petites scènes vraiment subtilement, vraiment discretos, parce que ça va faire écho avec les gros trucs qui vont se passer par la suite, ou alors c'est juste moi qui over-interprète ou quoi, je sais pas. Mais c'était super intéressant, vraiment, genre, il y avait des moments où j'étais waouh, petit plus dans cette relecture et qui contribue à la richesse de cette œuvre-là. Au niveau de la romance, objectivement, franchement, elle est bien faite, il y a des moments touchants, attendrissants. Si vous voulez du spicy, je vous conseille plutôt l'autre roman de l'auteur qui est Moda Tsuche, qui a été traduit en français, le maître de la cultivation démoniaque, un truc comme ça. Voilà, je vous le conseille au début, voilà, ça peut être un peu lent, ça va pas exploiter tout le potentiel de la saga, mais si vous continuez, franchement, je pense que vous pouvez y trouver des choses à votre goût, parce qu'en fait c'est tellement riche en émotions, en personnages, en thèmes, en histoire personnelle, c'est juste cool, et voilà. Et ensuite on va parler d'une déception, c'est dans la sous-partie Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse, cuisine, etc. J'ai misé sur une réécriture d'un classique, c'était une réécriture en quelque sorte de Roméo et Juliette, un remix quoi. Il s'agit de This Violent Delight de Chloé Gong. Pour l'instant c'est ma plus grande déception de cette année-là. C'est traduit chez De Saxus, je crois que ça va bientôt sortir courant juin, juillet ou août 2023, en fait je sais vraiment plus. Ce qui m'a intéressé c'est que ça se passe à Shanghai en 1926, du coup on s'inspire de l'histoire de Chine. C'est un procédé, c'est un mécanisme narratif que j'aime beaucoup parce que j'ai étudié cette époque là, du coup j'aime bien retrouver des petites références. Je sens le potentiel et franchement je pense que ça peut plaire à des gens, mais moi je l'ai trouvé trop immature, vraiment je trouvais que la plume a été trop immature et que c'était beaucoup trop gnangnan. On se situe en 1926 à Shanghai, la ville de Shanghai subit la corruption, la débaucherie de ses habitants, également elle est grignotée par les puissances étrangères qui viennent essayer d'imposer, de négocier des échanges avec le territoire chinois ou quoi, et du coup ça va impacter la culture traditionnelle de la Chine, ça va la modifier de manière assez importante. Et on suit une querelle entre deux gangs et les deux héros sont les héritiers de ces deux gangs là. Ils sont ennemis, mais ils ont également un passif amoureux, mais également un passif semé de trahison qui vont encore plus complexifier leur relation. Enfin complexifier, pour moi j'ai pas vraiment trouvé complexe leur relation, mais bref. En même temps il y a un monstre qui est en train de propager une sorte de virus qui porte atteinte à toute la population. Du coup les deux héros vont devoir unir leurs forces, vont devoir faire une alliance temporaire pour essayer d'arrêter ce monstre là, d'arrêter cette contamination qui les impacte tous les deux, enfin leurs deux gangs. Je n'ai pas aimé parce que comme j'ai dit c'était immature, je trouvais que c'était creux.
c'était vide, c'était beaucoup trop mélodramatique, vraiment ce genre de young adulte hyper cliché où les deux ados c'est exagéré dans leur tourment psychologique et tout, de manière que j'ai trouvé superficielle, que j'ai trouvé exagérée, trop forcée, trop lourde. Je m'attendais à une intrigue un peu plus impitoyable, avec des personnages moralement complexes, avec des questionnements, des dilemmes que j'aurais trouvé vraiment impactants, où je serais en mode ah ouais je sais pas trop comment ils vont pouvoir s'en sortir, hormis voilà se sacrifier humainement parlant parce que voilà ils vont perdre de leur humanité. Mais non, à chaque fois il y avait des plot twists simplistes ou quoi, et à la fin la romance elle aurait pu vraiment subir un dilemme majeur, un dilemme où je me serais dit ah ok là je sais pas vraiment comment ça peut bien se finir, mais non, ça a été simplifié une nouvelle fois par un nouveau rebondissement. Je pense qu'avec une plume plus mature en vrai ça l'aurait fait, mais j'ai pas été convaincue par l'ambiance, même si je vois ce que l'autrice elle voulait faire, mais bon ça a pas fait pour moi malheureusement. Et enfin la dernière catégorie, celle des desserts, j'ai pu remplir 3 sous-parties sur 4, mais j'ai lu 4 romans parce que j'ai incorporé 2 romans dans une sous-partie. La première partie c'était Ice Cream, du coup lire de la dark fantasy, une fantasy avec des enquêtes, des mystères. C'est plutôt une dark romance plutôt que de la fantasy. J'ai lu des Husken Yawaska Shotsun de Jobabu Shoujo, qui est également du même genre que celui-là. C'est des genres qui s'appellent du danmei, c'est-à-dire des histoires chinoises homosexuelles entre des hommes. En matière de tragédie, de sadisme, dans la Holy Trinity de ce genre-là, t'avais Mutatsusho, du coup le maître de la cultivation démoniaque, t'avais Chingwansefu Heaven of Shows Blessing, et t'avais celui-là en top 1. Du coup je me suis dit, une saga qui me traumatise encore plus que celui-là, qui me fait encore plus mal. Let's go, je suis curieuse. On m'avait déjà averti que c'était assez lourd, surtout en termes de trigger warning. Dans ce roman-là, dans les trigger warnings, ça parle de viol, de pédophilie en quelque sorte, de torture, de sévices corporels. J'ai consacré un vlog dessus pour montrer ma première expérience de dark romance. Si vous voulez aller voir pour avoir un avis un peu plus approfondi, là je vais passer un peu brièvement dessus. On se situe dans un monde où on pratique la cultivation. Pour ceux qui connaissent pas la cultivation, c'est un peu comme des gens qui vont pratiquer des arts martiaux alliés à la spiritualité pour renforcer leur corps, leur mental. Mojan, lui, c'est un mec qui est assez immoral, qui vit une vie de débauche et tout. Il a pas trop de valeurs morales quoi. Il va réussir à dominer tout le monde à la cultivation, à devenir un peu son seigneur. Et il va également prendre sa revanche sur son ancien maître quand il était disciple dans la secte de la cultivation où il apprenait la cultivation. Il prend la revanche sur son maître qui le maltraitait, voilà, qui le traitait semble-t-il comme un moins que rien, en le tuant et en faisant autre chose. Et après sa mort à son maître, Chuaning, et également à la mort de la personne qui aimait Mojan, il sent qu'il a plus de but dans la vie et du coup il va se suicider. Et ensuite il va se réincarner dans le lui de 15 ans. Il va retrouver du coup son maître qu'il déteste. En fait c'est même pas qu'il déteste, il éprouve de la rancune, de la haine, mais également de l'excitation sexuelle, du désir, de l'obsession pour cet homme-là. Et ça va être une romance entre ces deux-là, où vont tourner les thèmes de seconde chance, des thèmes d'obsession, des thèmes bizarres, enfin voilà, c'est une dark romance quoi. Dans ce tome 1 on a les prémices de la romance et j'ai l'impression que c'est quand même assumé que c'est toxique, que c'est problématique, et heureusement ils sont un peu mutuellement des bourreaux et des victimes de l'un et l'autre, dans le sens où lui quand il est le maître de lui, bah, il le maltraite et tout, et lui quand il devient plus grand il va se venger en violant la personne, en le tuant, le torturant, le séquestrant, voilà, tout ça. Et le truc c'est que quand il se réincarne, il a tous ses souvenirs, et à partir de là, moi je suis en mode... Moi je trouve pour l'instant que tu mérites pas de seconde chance. Déjà je trouve que le mec il est pas sympathique, voilà. Je suis la romance de manière totalement détachée, je n'ai pas de sympathie, d'empathie pour la romance, j'ai pas envie de la voir s'épanouir pour l'instant. Et en même temps je me dis est-ce que du coup ça va être intéressant si je lis la suite, est-ce que ça va nuancer mon propos, parce que comme c'est une dark romance tu vois, genre au niveau psychologique ça peut être assez intéressant pour voir comment ils peuvent passer de bourreau à victime à amant. Mais je me vois pas pour l'instant être émue par la romance, genre si elle se termine mal, pour moi c'est tant mieux parce que ça me met très mal à l'aise en fait leur passif, et surtout que lui du coup c'est son maître et il a déjà des sentiments pour lui qui a 15 ans et lui il a 30 ans. Je voulais lire ce roman parce que si c'était aussi riche en termes de personnages secondaires, en termes d'histoire secondaire, en termes de thématiques et tout que Chingwansefu et Heaven of Shows Blessing, genre je me dis en vrai même si voilà la romance j'accroche pas, mais derrière il peut se passer plein de choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Mais là dans le tome 1
tout est mis au service de la romance. Il y a des scènes répétitives, il y a des scènes clichés, il y a du angsty, mais c'est surtout concentré au niveau de la romance. Mais moi, comme j'aime pas la romance, j'ai pas été impactée. Du coup, je me dis, peut-être en fait les gens quand ils disent que ce livre-là, il fait mal, il est douloureux, il est tragique, il va te bouleverser, c'est peut-être seulement au niveau de la romance et pas au niveau des autres trucs. Du coup, je suis peut-être méprise parce que moi, si c'est au niveau de la romance, personnellement, ça va pas me bouleverser parce que j'ai un cœur de pierre. Voilà, n'oubliez pas. Et puis je trouvais que c'était un peu maladroit parfois, enfin parfois t'avais un ton assez léger pour rendre la relation entre les deux protagonistes attendrissante en mode oh regardez c'est quand même mignon, alors que moi je suis en mode non, je suis pas à ce stade-là pour l'instant, tu vois, pour l'instant ils me mettent mal à l'aise. Mis séparément, les personnages ils peuvent être intéressants parce que lui il est émotionnellement et socialement constipé comme moi, du coup ça m'intéressait. Lui c'est un bad bitch et c'est un enfoiré, mais c'est assumé, du coup c'est assez attrayant de voir parce que c'est assez original de suivre ce genre de anti-héros où tu te dis le mec c'est un monstre mais parfois c'est marrant, voilà. Je sais pas quand je lirai la suite, peut-être que ça va être intéressant, peut-être qu'au final je vais pas réussir à m'attacher à l'histoire, on verra, mais si vous aimez les dark romances, voilà, je peux peut-être vous conseiller parce que ça peut être toujours intéressant. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, j'ai lu 2 romans. C'était la sous-partie de Spicy Cake, du coup, qui parle d'amour, de trahison, de complot, d'urban fantasy. Et j'ai choisi Vampire City, le tome 1 de Rachel Kane. C'est vraiment une saga de vampires assez classique, quoique il y avait quand même des éléments que j'ai trouvé originaux, mais bref, ça suivait l'engouement de Twilight à cette époque-là. Et quand j'étais ado, je voulais le lire parce que le garçon sur la couverture me captivait vraiment, j'avais un petit crush sur lui, du coup je voulais savoir qui c'était ou quoi, mais je savais en même temps que c'était pas mon genre voilà, de lecture. J'ai pas aimé, mais c'était pas dégueu non plus, du coup ça va, 2,5 sur 5. Ensuite Claire, qui est une prodige, elle va entrer à l'université de manière assez précoce, parce qu'elle a sauté plusieurs classes. Dans l'université où elle est, c'est dans une nouvelle ville qui s'appelle Morganville, où elle va déménager, où elle va vivre dans les dortoirs, mais elle devient le souffre-douleur de la peste, de la reine de la fac, et les brimettes vont tellement s'aggraver que elle va finir par déménager et partir en colocation avec 3 autres personnes, 2 mecs et une fille dans un manoir. À leur côté, elle va plus apprendre sur ce qui se passe dans cette ville qui est assez spéciale parce qu'elle est gouvernée par des vampires à travers une entente mutuelle, voilà, mais ça participe à l'atmosphère lourde, à l'atmosphère pesante qui règne, où tu te dis ok d'accord, il y a des créatures surnaturelles qui hantent les lieux, ils vont pas forcément s'en prendre aux humains, mais il y a cette tension. Franchement j'aurais pu apprécier quand j'étais ado ce genre de saga où voilà, ça me libérait l'esprit de lire parce que ça se lisait vite, c'était addictif, c'était fluide à lire. C'était quand même cool au niveau de l'atmosphère parce que tu sens à quel point c'est lourd, à quel point c'est pesante, c'est nébuleux. T'as des personnages, même si je me suis pas attachée à eux, en vrai ils sont plus sympas que je le pensais. En fait l'héroïne, aucune opinion, parfois elle me saoulait. Au niveau du love interest, au niveau des garçons, je pensais vraiment que ce serait des bad boys ténébreux quoi, comme la couverture le suggérait, mais non, déjà le love interest c'est pas un vampire, du coup il n'y a pas d'écart d'âge bizarre, même si le mec il a 18 ans, la meuf elle a 16 ans je crois. Du coup j'étais bon, parfois la meuf elle a 16 ans, le mec il a 107 ans, du coup pourquoi pas, en vrai là ça va un peu mieux. Putain, comment devoir relativiser à cause des écarts d'âge, à cause des trucs problématiques en young adulte, c'est... on doit en venir à là, c'est déplorable. Mais les mecs, ils sont rafraîchissants, ils sont cool, le love interest, il a de bonnes vibes en fait, tu vois, il est cool avec l'héroïne, j'aurais plus vu comme un grand frère pour moi, mais bon, mais voilà, il est rafraîchissant, il est pas prise de tête, il sait reconnaître ses torts ou quoi, du coup c'était cool. La plume elle est quand même assez immature, mais j'ai passé un bon moment au début, après j'ai lu un peu en diagonale parce que je m'en foutais, mais c'était cool, voilà, c'était sympa. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu dans cette sous-partie, c'était le tome 1 de Raven Cycle, The Raven Boys de Maggie Stiefvater, qui a été traduit en français par La prophétie de Glenn Dower, je crois. Je sais plus l'ancienne maison d'édition, mais je crois que ça a été republié chez Bookmark. C'est un des livres que je voulais le plus lire en 2023 parce qu'en gros en young adulte, les gens quand ils parlent de fin de famille, ils sont en mode vous devez absolument lire Six of Crows que j'ai lu, que j'ai adoré, la saga All for the Game que j'ai lu, que j'ai adoré même si c'est très mal écrit et c'est une fin de famille assez problématique mais j'ai quand même adoré, et The Raven Cycle au niveau de la fin de famille également. Du coup il me restait que celui-là, et comme la fin de famille c'est
l'un des meilleurs tropes de manière universelle, on est tous d'accord, hein. Je voulais absolument le lire. On suit Blue qui vient d'une famille de voyants, de voyantes, sauf que Blue, son affinité avec le paranormal est beaucoup moins sensible que les membres de sa famille parce qu'elle voit pas de fantômes. Et un jour elle va accompagner sa tante au cimetière pour la Saint-Patrick je crois, enfin lors d'une fête, un jour assez spécial, parce que cette nuit-là, sa tante va voir des fantômes et ce sont des fantômes prémonitoires, c'est-à-dire des fantômes des gens qui vont mourir dans l'année qui suit. Et elle, normalement qui ne voit pas de fantômes, va voir l'esprit d'un jeune homme et elle va reconnaître l'uniforme de ce jeune homme là, c'est l'uniforme d'une école privée et c'est une école avec une réputation de gosse de riche, de mec hyper condescendant. Le fait qu'elle ait vu cet esprit alors que normalement elle voit pas les fantômes, ça peut signifier deux choses, soit parce que ce jeune homme là c'est son âme sœur, soit parce que elle va le tuer. En parallèle de ça, on va également suivre le destin de ce jeune homme là qui va du coup peut-être mourir dans l'année qui suit, et lui il a une bande d'amis. En parallèle avec ses études, il est en train de poursuivre une quête assez spéciale parce qu'il va essayer de retrouver la trace d'un personnage mythique, un peu comme le roi Arthur ou quoi, parce qu'apparemment ce personnage peut exaucer un de tes vœux. Évidemment leurs routes vont converger. Alors au début j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que les personnages ils dégageaient quelque chose de relatable, ils dégageaient quelque chose de très humain, de mélancolique aussi à leur façon, parce que ils ont des problématiques, ils ont des questionnements dans lesquels on peut se reconnaître. Par exemple ils se posent beaucoup de questions sur le rôle de leur existence, sur leur place dans l'avenir, leur projet professionnel ou quoi, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin. Et puis j'étais attendrie par eux parce que ils ont une maladresse également dans leur personnalité, genre par exemple le héros, lui c'est un gosse de riche, voilà. Et en fait parfois quand il parle, avant de réfléchir, on dirait qu'il est condescendant mais il fait pas exprès. Et du coup parfois il voit que ça met mal à l'aise son interlocuteur et il sait qu'il va le ressasser, il va ressasser sa faute, genre même quand il va dormir ou dans les semaines qui passent ou toute sa vie ou quoi. Et c'est tellement un mood, vraiment c'est des petits détails comme ça au niveau de sa personnalité qui fait que je me suis attachée à eux parce que je suis en mode mais mood en fait, et ça les rend maladroits, ça les rend vulnérables, ça les rend adoptables quoi, franchement je les adopte. Au niveau de l'héroïne, j'ai eu un peu du mal avec elle parce que elle est en mode ouais je suis pas comme les autres, j'arrive pas à m'intégrer aux gens normaux parce que je suis pas normale ou quoi. Et oui certes elle est pas normale en vrai parce qu'elle vient d'une famille de voyantes, elle voit des fantômes et tout. Alors, je comprends le sentiment quand tu te sens différent des autres, quand tu sens que t'arrives pas à t'intégrer aux autres parce que vous êtes pas sur la même longueur d'onde ou quoi, mais dans la façon dont elle parlait d'elle, j'avais l'impression que c'était juste en mode ouais je suis pas comme les autres, qui sont un peu moins profondes que moi ou je sais pas quoi. Ça m'a un peu dérangée mais on verra par la suite, peut-être que c'est juste une mauvaise interprétation de ma part. Au niveau des relations, pour l'instant on a plutôt des relations amicales plutôt que fin de famille, même si ça va de plus en plus vers la fin de famille. C'est un sentiment d'amitié fort avec une entraide assez forte au sein du groupe d'amis. Genre t'as le héros qui lui, comme c'est un peu le leader de sa bande d'amis, il essaye vraiment de veiller au mieux à la sécurité de ses amis, au bien-être de ses amis, et ça aborde le fait de comment tu peux aider un ami quand il le veut pas forcément, quand il refuse ton aide alors qu'il est dans une position assez délicate ou quoi. Et c'est des thématiques qui me touchent beaucoup. C'est toujours difficile dans la vie où tu te dis comment je peux aider cet ami là en respectant ses limites en fait, en respectant ce qu'il demande, le fait de pas trop empiéter sur son intimité, sur ses choix de vie. Et à ce niveau là ça m'a beaucoup touchée, genre à un moment le héros il veut aider son ami qui lui il est plus comme avant tu vois, et le héros il dit que certes son ami d'avant lui manque mais son ami de maintenant aussi est tout aussi précieux parce que ça reste lui en fait et il est prêt à l'accompagner dans ses luttes intérieures du mieux possible. Et ça m'a tellement émue parce que c'est ça l'amitié. Ce livre m'a quand même permis de voir que même si je lis pas beaucoup d'urban fantasy, je vois le charme de l'urban fantasy, que voilà même si c'est pas un univers de fantasy complet, mais il y a un charme de voir mixer des éléments de fantasy dans notre réalité parce que ça peut donner une dimension que j'ai trouvée parfois onirique, où la fantaisie est mise au service des problématiques des jeunes qui sont proches de nous parce que qui vivent, qui évoluent dans le même monde que nous, et ça donne une dimension presque poétique parfois. Et ici dans ce tome 1 je trouve qu'il y a une dimension parfois mélancolique aussi, avec des messages qui peuvent être sous-jacents, parce que par exemple la quête du héros qui est une quête fantastique hein, parce qu'il va partir à la recherche d'un personnage mythique que normalement voilà dans la vraie vie tu peux perdre ton temps, mais j'avais l'impression que c'était pour mettre en avant son désir de trouver sa place, ses questionnements sur lui-même, sur son identité, sur ses aspirations,
Et cette quête-là, c'était comme un refuge, c'était comme pour montrer qu'il se démène en fait dans ses luttes, dans ces combats-là. Après peut-être que je vais voir trop loin, mais c'est comment j'ai ressenti, voilà. Au niveau de la romance, j'ai l'impression qu'il va y avoir un triangle amoureux parce qu'en fait de base là t'as une attirance entre deux personnages, l'héroïne et un des mecs, et je trouve que c'est une bonne attirance, je trouve qu'ils sont trop mignons ensemble, mais tu sais que l'héroïne elle va avoir un truc avec le héros, et j'ai peur qu'il y ait un triangle amoureux par la suite et que ça empiète sur les liens amicaux et la fin de famille également, avec des drames amoureux, et je déteste ces drames amoureux, ça me prend la tête pour rien, bref voilà, ça alourdit pour moi le récit. Voilà, en vrai j'ai hâte de lire la suite, ça a été une bonne lecture, sans plus au final, c'est pas si marquant que ça, mais la suite peut se révéler plein de surprises. Et enfin pour la dernière sous-partie, c'était le glouton, lire un pavé, un roman à dévorer, et on finit avec ma meilleure lecture du mois de la fantasy. Il s'agit du tome 1 de The Obsidian Tower de Melissa Caruso. J'en ai également beaucoup parlé dans mon précédent vlog sur le mois de la fantasy, du coup je vous invite à aller le voir parce que pour moi c'est une lecture qui vaut le coup. Alors si vous connaissez pas Melissa Caruso, elle a publié une saga qui a été traduite en France. C'est Les Faucons de Ravera, édité chez Big Bang. The Obsidian Tower se passe dans le même univers que Les Faucons de Ravera, je crois. C'est un peu comme un séquel, mais vous pouvez le lire indépendamment, mais on retrouve les mêmes éléments de l'univers, le système de magie, peut-être des personnages, peut-être prochainement, je sais pas, j'espère. J'avais adoré Les Faucons de Ravera, vraiment c'était une de mes sagas coup de cœur, c'était trop bien. Et dans le tome 1 de The Obsidian Tower, je retrouve un peu les... non, même pas que un peu, je retrouve beaucoup les qualités qui m'ont tant plu dans Les Faucons de Ravera. On suit l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, Rix je crois, qui vient d'une famille royale qui pratique la vivomancie. Du coup les vivomanciens c'est ceux qui peuvent insuffler de la vie dans, je sais pas, des choses, en genre faire pousser des trucs ou quoi. Sauf l'héroïne qui elle, elle a le pouvoir de destruction puisqu'elle peut ôter la vie des gens au moindre contact physique. Voilà, du coup c'est couillon. On va l'envoyer chez sa grand-mère qui tient un domaine à elle seule, et sa grand-mère est une puissante mage et elle arrive à résister du coup à la malédiction de sa petite fille. Et dans ce domaine-là, on a des Obsidian Tower qui est du coup une tour obsidienne qui renferme une source de magie assez importante et pas du tout banale, parce que la vérité derrière cette source de magie pourrait mettre en danger le domaine de la grand-mère, également le royaume entier, également la paix entre les différents royaumes et également le monde entier. Et en même temps, dans ce domaine-là, l'héroïne va devoir se préparer à accueillir des délégations de différents autres royaumes qui viennent pour essayer d'établir un pacte de paix, parce que voilà, c'est assez tendu entre les royaumes. Et au milieu de ça, il va y se passer des trucs qui vont mettre en danger du coup la paix entre les royaumes, qui vont mettre en danger la possibilité de ce pacte là. Vu mon résumé, on sent que la dimension politique elle est assez importante, ça développe beaucoup d'enjeux autour de la notion du pouvoir, de la guerre à venir. Est-ce que voilà, faut l'anticiper, déjà prendre des mesures drastiques pour l'empêcher, ou alors attendre comment les choses évoluent, et comment par exemple protéger son royaume. Est-ce qu'il faut se limiter à certaines valeurs ethniques, morales, ou alors il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Je suis l'héroïne en tant que diplomate parce qu'elle va devoir remplacer sa grand-mère, et suivre l'héroïne dans son rôle de dirigeante et tout, c'est quelque chose de vraiment cool, voir comment elle arrive à s'affirmer dans ce rôle-là, comment elle arrive à gagner de l'influence, du pouvoir, de la légitimité. L'intrigue, elle reste haletante, il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de rebondissements à venir, parce que en fait, avec les fils scénaristiques, tu sais que ça va amener son lot de coupables, et tu sais que ces coupables-là sont dans le cercle, dans l'entourage d'amis de l'héroïne, ce qui fait mal au cœur, parce qu'en fait, l'héroïne, à cause de son pouvoir, où voilà, elle peut ôter la vie des gens, ça la distancie des autres, les autres la craignent, et du coup elle a pas forcément l'opportunité de développer des vrais liens avec les autres, ce qui lui manque, et ce qui la fait envier, parce que voilà, elle veut se faire des amis, elle veut vivre une histoire d'amour et tout, et je trouvais que ça la rendait vraiment touchante et super attachante. Et quand elle arrive à développer ses liens amicaux, c'est super attendrissant, parce que elle sait pas trop comment faire, il y a cette maladresse, encore une fois la maladresse des personnages, c'est vraiment mon point faible, je les adopte à chaque fois, bref c'est trop mignon, mais tu sais que dedans, à cause des enjeux, à cause du fait qu'ils ont différentes aspirations, qu'ils ont différents points de vue au niveau de comment gérer le royaume, ils ont différentes priorités parce qu'ils viennent de différents royaumes, du coup évidemment ils veulent privilégier la sécurité de leur propre royaume qui peut entrer en conflit avec la sécurité des autres royaumes. Les sentiments amicaux, les liens amicaux qui me sont tellement précieux peuvent être sacrifiés au profit de l'ambition des autres personnages, ou du fait qu'ils accordent plus d'importance à certains autres trucs qui sont beaucoup plus importants parce que ça parle du sort des différentes populations. Ça donne un ton qui peut être mature
lecture et qui peut être approfondie de manière complexe et nuancée par la suite. Après il y avait quelques répétitions parce que à chaque fois qu'il y avait une révélation, par exemple une vérité, quelque chose qu'ils avaient découvert, à chaque fois il y avait des débats en mode ouais est-ce qu'il faut le dévoiler aux autres alors ça va les faire paniquer ou quoi blablabla, et même si ça a développé quand même des enjeux intéressants, c'était un peu répétitif ce mécanisme narratif là, du coup ça peut peut-être lasser des gens, mais moi comme j'aime bien la dimension diplomatique, bah ça m'a pas dérangé, puis il y a quand même de l'action. T'as des relations amicales qui sont trop bien parce qu'elles sont vraiment riches en fait, elles prennent le temps d'être développées, d'être enrichies par exemple le côté angsty avec comment gérer avec l'héroïne, avec son pouvoir qui est destructeur, genre comment elle peut créer des liens, comment les gens peuvent surmonter la crainte qu'elle leur aspire. J'adore l'univers, ça me fait trop du bien de les retrouver. J'espère que plus tard on va retrouver des personnages des Faucons de Ravera. Il y a eu des petites références, des petites allusions implicites à deux des héros des Faucons de Ravera. J'espère qu'il s'agit d'eux, voilà. J'espère. Bref, voilà, c'était trop cool. Et si vous pouvez lire en anglais, voilà, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi les Faucons de Ravera. Voilà, j'ai fini mon bilan du mois de la fantasy. Voilà, n'hésitez pas également à me dire si vous avez participé, quels livres vous avez lus, est-ce qu'il y a des livres que vous avez appréciés, détestés, est-ce qu'il y a des livres dedans dans mon bilan qui vous donnent envie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère voilà, que ça vous a intéressé, que ça vous a au moins diverti, que j'ai réussi à attiser votre curiosité sur certains livres. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!